RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 356. Aujourd'hui on monte sur le ring parce que l'actualité boxe est chargée cette semaine. La soirée de l'année a lieu ce 13 septembre à Las Vegas. Mais alors, est-ce qu'elle marquera aussi son époque? Canelo Alvarez affronte Terence Crawford pour les 4 ceintures majeures chez les super moyens, un enjeu sportif mais aussi historique pour le noblard et une soirée aussi très importante pour la France. Christian Mbelli y affronte Lester Martinez, un test dangereux pour Solide qui fera tout pour garder son invincibilité. En studio à mes côtés évidemment pour en parler aujourd'hui, Baba, comment ça va? Salut Charles, ça va. Là on a la sensation on va encore être témoin d'un super fight, d'un méga fight. Ouais. Ça commence à faire beaucoup dans notre époque, donc je suis quand même très content de vivre ça, moi. Ouais, beaucoup de questions à se poser. C'est vrai qu'on va se demander aussi, dans le contexte historique, par rapport à certaines autres grosses périodes, est-ce que ce combat a une résonance qui sera aussi particulière quand on en reparlera dans 10 ans, dans 15 ans, et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce combat. Alors Crawford, réussira-t-il à prendre les ceintures de Canelo? Est-ce que Mbelli se rapprochera de son objectif de devenir champion du monde? C'est parti pour le RMC Fighter Club. Oh boy, ball's in here. Might be ready to go. And he's gone. Canelo knocks out the 39-year-old. He's not going to get up. Oh, certainly is now. Huge right hand and Khan down. And is he going to get up? It doesn't look like it. I think it's all over right here. Huge right hand from Canelo. And Khan just about knocked cold. And firing at Crawford for the moment. There's the overhand right. And another combination. Beautiful work by Crawford. And Crawford has Spence hurt again. All right, hook that wobbles him. Spence might be going down again. And this one is over. He is undoubtedly the undisputed welterweight champion of the world, Terence Bud Crawford. Allez, on vibre déjà avec les commentaires américains. Avant ça, je veux juste vous rappeler que si vous aimez nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour ceux qui nous regardent et écoutent sur YouTube, commentez, likez et merci en tout cas, comme on le dit souvent, merci pour la force. Et évidemment, on essaye de faire au maximum pour vous faire kiffer aussi dans le RMC Fighter Club. Baba, ce combat, Las Vegas, à Allegiant Stadium, on parle de 65 000 places pour une configuration boxe. On est dans une ère assez particulière de la boxe, c'est vrai, avec les investissements massifs, notamment de l'Arabie Saoudite, qui est derrière tout ça, avec Dana White, le patron de l'UFC, qu'on voit aussi beaucoup sur toute cette Fight Week. Toujours est-il que, peu importe ce qu'il y a derrière, finalement, ce combat, il se fait. On a ce Canelo contre Crawford. Il y a Mbelli sur la carte. Donc, voilà, c'est vrai qu'on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais finalement, ils ont réussi à faire ce combat. Il aura lieu et c'est samedi soir. Ah non, c'est clair. Il y a évidemment des choses, faut toujours mettre le contexte, il faut toujours expliquer que ça reste Riyadh Season, que c'est l'Arabie Saoudite et qu'il y a des grosses zones d'ombre autour de cette organisation, autour des personnes qui se sont impliquées dans ce sport et les raisons pour lesquelles elles le font. On avait fait un gros épisode avec Herbie à l'époque, Jean-Baptiste Guégan, pour pouvoir expliquer un petit peu tout ça. Maintenant, en tout cas, en tant que fan et sportivement parlant, on a un combat qui, de base, moi je l'avais pas sur mon radar. Je voyais pas trop l'intérêt, surtout que ces deux catégories de poids auxquelles ils appartiennent tous les deux, avec énormément de combattants de qualité, ça c'est sûr. Maintenant, une fois que le combat il est monté, qu'il est fait, qu'il est signé et qu'on y est, je suis surexcité parce que c'est un combat de ouf. Bah ouais, parce que c'est vrai que ces catégories de poids, en fait, ça rend aussi le contexte sportif assez dingue parce que Crawford, il va tenter un truc de fou. On a vu qu'il y a une grosse prise de masse pour lui. Il a eu son premier titre de champion du monde en poids léger et là, il va défier la légende Canelo, récente, en tout cas des dernières années chez Super Moyen. Donc en gros, il y a 15 kilos de différence entre son premier titre de champion du monde et celui qui va essayer de prendre là contre Canelo. Donc ça dit quand même l'impact aussi sportif qu'il va essayer de mettre sur ce fight. C'est un truc de fou ce qu'il est en train
d'essayer de faire au niveau légende. Lui, il a dit, hein, il veut être le 4e visage sur le Mount Rushmore. Il sait que les 3 visages qui vont pas bouger, Mohamed Ali, Joe Louis, Sugar Ray Robinson, il sait que ça bouge pas. Lui, il veut cette 4e place, qui a toujours été disputée. Chacun met un petit peu celui qui veut, tu vois, à cette place-là. Lui dit non, si je bois Canelo, maintenant ce sera moi. Et ça passe par prendre un combat qui est 4 catégories de poids au-dessus de celle qui était le plus naturelle. C'est fort. Il la mériterait pour toi cette place. Moi j'aurais du mal à. Non, je pense pas. Enfin, tu sais, il y a aussi un truc de résonance, de notoriété. Il y a un déficit là-dessus pour Crawford. Et même si bat Canelo, je pense que ce déficit, il continuera à exister. Malheureusement pour lui, c'est un boxeur et un combattant exceptionnel qui a le respect de tout le monde, c'est-à-dire de ses pairs, ce qui est le plus important. Tous les boxeurs du monde le respectent, de toutes les catégories. Les coachs, les managers, les fans, évidemment. Mais les 3 premiers visages dont on discutait tout à l'heure, c'est des gars qui ont transcendé la boxe, tu vois, qui ont été des figures plus larges que le sport. C'est pas le cas de Crawford. Et je crois que ce 4e visage, faut que ce soit une figure comme ça. Ouais, je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Du coup, j'en parlais, il y a évidemment l'Arabie Saoudite qui est derrière tout ça. Il y a Dana White aussi. Dana White, d'ailleurs, on sait, hein, il y a la Noche UFC qui est traditionnelle maintenant. L'année dernière, c'était à la Sphère de Las Vegas, c'était assez fou. Cette année, il y a une soirée UFC, aussi le même soir, mais c'est à San Antonio. Et du coup, il y a un Mexicain qui est en main event aussi, du côté UFC, avec Lopez contre Silva, un Brésilien. Et puis là, il y a Canelo. Dana White, c'est une figure qui est très présente là, sur cette Fight Week, sur cette organisation. Et avec Turki Al-Alcher, ça fait une paire qu'on voit évoluer ensemble. Et d'ailleurs, il y a des vidéos, là. Il y a les Embedded qui ont été sortis sur la page UFC. Normalement, ils le font pour les gros numérotés à l'UFC. Cette fois-ci, c'est pour un combat de boxe. Et on les voit aussi, Dana White, quand même donner quelques directives, tu vois, dans la manière de poser derrière les photos, quand il pose devant le Bellagio, etc. Dana White, il veut s'imposer aussi comme un gros promoteur de boxe. Et là, il tape très fort. Il était sur Mayweather, McGregor en 2018. Là, sur ce combat, il tape très fort en étant présent. Ouais, c'est ça. Quand il a fait Mayweather McGregor, il était le B-side, comme on dit. C'était pas lui la face A de l'équation. Celui qui donnait les ordres, c'était pas lui. Mayweather a accepté de donner une chance à McGregor, évidemment pour faire un gros paquet d'oseille, et ça a super bien marché. Mais c'est pas Dana White qui donnait les ordres là-dedans. C'est Floyd Mayweather qui donnait les ordres là-dedans. Cette fois-ci, on lui a donné les clés et il compte bien. Il veut le montrer. C'est marrant, tu vois. Il veut le montrer à tout le monde. C'est comme si moi je m'achetais une couronne et que je disais, t'as vu. Donc il fait tout, il fait les embedded, tout ça. Tu l'as jamais vu dans un gros face-off de l'UFC être là en train de dire faut que tu poses comme ça, etc. Aujourd'hui, il a besoin de le montrer. Sur le docu Netflix aussi, c'est la même chose. Il a pris ses 5 minutes, filmez-moi dans mon bureau, vous avez vu. Écoute, je pense qu'on aura tous fait ça à sa place, on va dire ça comme ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, à côté, il y a l'Arabie Saoudite. Alors, Turki Al-Alcher, c'est lui quand même c'est lui qui amène l'oseille en grande majorité. Donc, c'est quand même lui qui a le final cut sur plein de trucs. Mais je pense qu'il écoute Dana White, parce qu'il y a l'expérience de l'UFC, Dana White, pour tout ce qui est mise en scène et faire monter les événements et les combats. Après, il y a certains trucs qui peuvent être décriés. Forcément, il fait pas que du bien à la boxe non plus, Turki, en arrivant dans ce milieu-là. Notamment, il veut commencer à mettre des sortes de bonus de KO, comme on peut en avoir à l'UFC avec les Perf of the Night. Ça tendrait un petit peu à dénaturer ce qui est réellement la boxe, non ? Il veut transformer la boxe. Il veut que ce soit le modèle UFC. Voilà, qu'il ait tout le contrôle. C'est pour ça qu'il essaye de torpiller le fameux Ali Act, qu'on a expliqué en long, large, en travers dans un autre épisode du Fighter Club. Sauf qu'il a eu sa première défaite hier, puisque la California State Athletic Commission, qui a voulu faire une conférence de presse, non, une assemblée en fait, pour pouvoir poser les premières bases pour torpiller cet Ali Act, il y a eu en fait un gros pushback du public. Le public est venu en masse pour exprimer en fait son mécontentement et le fait qu'on ne veut pas. Des boxeurs sont venus aussi, au point où ils ont retiré officiellement leur soutien à cette tentative de déstabilisation du Ali Act. Donc on assiste à des choses importantes où lui il se disait qu'il allait prendre le contrôle du sport facilement, et il voit que c'est pas si simple que ça. C'est pas aussi simple. Et en plus de Turki, en plus de Dana, avant de passer spécifiquement sur le combat, il y a un autre acteur qui arrive, c'est Netflix, qui est le diffuseur officiel de cette soirée. D'ailleurs, ce sera le cas aussi en France. Et donc, alors moi, il y a quelques trucs à dire. C'est que nous, on a cette expérience, c'est vrai, chez RMC Sport. Du coup, on fait ça depuis longtemps. Et puis, on a beaucoup de gens qui bossent aussi très bien. Hugo, Yacine, etc. Redouane, tous sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur tout ça. Là, sur le côté, en tout cas en France, essayer de parler à la masse, c'est un petit peu ça tombe un petit peu à plat pour l'instant, tu vois. Il y a pas de promo qui est faite, alors qu'on a Christian Mbili qui est dessus quand même. On a un Français qui peut faire une demi-finale mondiale potentiellement ce soir-là. En tout cas, c'est ce qu'il va essayer de faire, c'est ce qu'il va appeler en fonction du résultat ce soir-là.
il y a une médiatisation qui est pas assez relayée en France et c'est triste. Rien n'est fait parce que Netflix est sûr de sa force. Compte sur sa puissance en termes d'abonnements, en termes de nombre d'abonnements, tout le monde le sait, c'est la plateforme numéro 1 de très loin. Et eux, ils se disent, de toute façon, on va tout péter en termes de score. On n'a pas besoin de faire de pub. Ils ont engagé 0 frais là-dedans. Donc en gros, ils mettent tout aux States et puis voilà, l'international, ils le délaissent un peu. Ça compte pas. Je suis persuadé qu'ils n'ont même pas réfléchi une seule seconde au fait qu'il fallait peut-être faire du contenu en France pour Christian Billy. Ils se disent de toute façon, tout le monde va regarder. On n'a pas besoin de faire ça en fait. Et ils doivent même probablement se dire, même si c'est les Français, même s'il y a un Français sur la carte, les Français qui vont se brancher sur Netflix pour regarder, ils viendront surtout pour Canelo Crawford. Ouais. Et même si Billy, je l'ai reçu il y a pas si longtemps que ça. Et évidemment qu'on aime et qu'on supporte Billy chez RMC Sport, ils sont pas loin d'avoir raison, malheureusement. Pour Christian, on en parlera tout à l'heure, il aurait peut-être manqué ce Lele Sadio Mbili, qui aurait fait qui aurait une bonne caisse de résonance là en France, par un diffuseur français, pour que le public s'y attache encore un petit peu plus et que derrière, ce soit suivi et plus relayé pour un combat qui peut passer sur Netflix. C'est ça, et c'est ce qu'il a dit quand il est venu dans son interview. Il est parti vite. Il est parti vite au Canada faire sa carrière professionnelle. Donc les JO, on est passé un peu à autre chose. On est là, nous et d'autres médias, qu'il a cité quand il est passé au Fighter Club pour nous remercier, pour dire qu'on essaie quand même de garder le lien entre la France et lui, c'est important. Mais c'est sûr que y a pas, quand tu combats pas en France, on t'oublie vite. C'est sûr. Ouais. En tout cas, pour Netflix, je crois que c'est nos confrères Samir Hamoudi et Ibrahim Asloum, je crois, qui vont commenter ce combat, comme ils l'avaient fait pour le Tyson Paul, je crois, à l'époque sur Netflix, parce que même si ils débutent un petit peu dans ce genre de format, Netflix, ils ont quand même un peu d'expérience parce qu'ils l'ont fait ces derniers temps avec quelques fights. Allez, on se plonge dans le combat le plus attendu de la boxe anglaise actuellement. Canelo Alvarez, mexicain de 35 ans, 63 victoires, 2 défaites, 2 nuls. En face, Terence Crawford, américain, 37 ans, et invaincu en 41 combats pro. Rien que ça, Baba, c'est fou, 108 combats. 108 combats pro à eux deux à ce niveau, qui a été constant et qui a été conservé au fil des ans. C'est dingue, c'est fou. Super, ces deux combattants exceptionnels de la même génération, qui ont seulement 2 ans d'écart. Crawford est 2 ans plus âgé que Canelo. Et ça, exactement. C'est vrai qu'on a tendance à croire l'inverse. Canelo, il est dans sa 20e année de boxe professionnelle. Il a commencé à 15 ans. Il a 35 ans aujourd'hui. Crawford a commencé la boxe très tôt aujourd'hui. Il était amateur, il n'a pas pu se qualifier pour les JO. Il est passé professionnel. On est sur 2 palmarès dans leur génération. De toute façon, ils sont top 5 tous les deux. Ça, c'est clair et net. Et on va faire du coup un retour rapide sur leur carrière avec l'honneur à Canelo, multiple champion à travers les années. Et à travers les catégories aussi, 27 combats disputés pour des ceintures mondiales depuis 2012. Et 2012, justement, il bat Shane Mosley. Et si on regarde bien, en fait, depuis Shane Mosley, il a affronté quasiment que des stars. Quand tu vois les noms, là, je me les suis notés juste pour les avoir bien en tête, mais Weather, Erisland Lara, Golovkin, 3 fois, Cotto, Khan, Julio César Chavez, Kovalev, Sanders, Plante, Bivol, Charlo, Munguia, c'est dingue. Ouais, que des stars. De toute façon, il a établi un statut. Et pourquoi c'est devenu le visage de la boxe? Parce que peut-être qu'en fin de carrière, c'est plus compliqué. Il va choisir les combats qui vont plus l'arranger. Mais le prime de Canelo, il esquive personne. Il faut quand même qu'on le rappelle, c'est important. Il prend les combattants. Il prend Golovkin et il le prend 3 fois. Il prend Mayweather. Il est très jeune et il prend la leçon qu'il prend. Il va chercher des combattants. Il va chercher les combattants difficiles. Erisland Lara, il y a plein de gens qui lui disaient prends pas ce combat parce que ça va être une galère pour toi. Il a été quand même. Il est parti chercher Dimitri Bivol en montant de catégorie. Il est parti chercher Sergei Kovalev qui était une terreur. Non, respect. Canelo, c'est devenu la plus grande star de la boxe. Pas juste avec le style et les costumes Armani quand il rentre. Non, c'est parce qu'il a pris les combats et qu'il a battu la plupart de ses gars. Au niveau star, tu le places où par rapport aux stars des lourds qui ont été Fury et Joshua sur les 10 dernières années? Tu le mets où? Non, honnêtement, Canelo, dans son prime, il est au-dessus en termes de star power. Ah ouais, au-dessus? C'est le seul combattant qui peut tout faire tout seul. Il a résisté à Turquie pendant longtemps quand même. Parce que Turquie, il arrive, il prend tout le monde. Et lui, au début, il dit, moi, j'ai pas besoin de toi pour faire du business. Finalement, il s'est dit qu'un dernier contrat à 400 millions, ça aide. C'est plutôt pas mal. Surtout qu'il vient d'avoir un autre enfant. C'est mieux. Mais je pense qu'en termes de star power, il a montré que lui, il fait ça tout seul. Il n'a pas besoin d'un promoteur au-dessus de sa tête comme Tyson Fury ou Anthony Joshua avait. Lui, c'était Canelo Promotions et il collaborait. Il signait des contrats de 3 combats avec Top Rank, 3 combats avec Matchroom, etc. J'essaye un petit peu de faire le lien parce que c'est vrai que je me disais quand même, par exemple, Joshua Fury, mais nous on a peut-être le regard européen aussi. Ouais, c'est sûr. Là où Canelo, lui, est mexicain et donc il y a déjà cette grosse communauté là-bas à qui il parle.
Et il y a peut-être plus de liens vers les États-Unis, là où nous on est européens, et du coup les deux Anglais, on a un regard peut-être un peu particulier sur eux. C'est leurs énormes combats à Wembley, c'est en européenne, enfin il y a plein de trucs qui jouent comme ça, donc intéressant aussi de comparer par rapport au pays d'où tu viens, la starification que tu peux avoir. Ouais, c'est ça, mais après c'est normal, et on devrait aussi garder ce genre de régionalisation, parce que sinon nous les Européens, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait que de regarder outre-Atlantique, et on attend que ces gars-là fassent les gros combats. Moi je suis très content qu'on ait une génération comme ça de poids lourds anglais exceptionnelle, et qu'on ait pu avoir des gros combats à nos heures à nous. On a vécu des ambiances de folie, des combats de fou à 22h30, 23h, quoi, tu vois. Et ça, pour nous, pour nos souvenirs, c'est quand même génial. Mais la star de la boxe, en tout cas, jusqu'à encore il y a quelques temps, c'était Canelo. C'est Canelo. Pour toi, le fait le plus marquant de sa carrière, c'est quoi? Le combat, moi je te dirais la triple confrontation contre Gennady Golovkin. Pour moi, c'est ça que je vois peut-être comme le fait marquant de sa carrière, en plus avec des combats qui ont été aussi contestés, donc on sait que ça fait aussi parler. Enfin, il y a tout un romantisme autour de cette triple confrontation contre Gennady. Bah, c'est vraiment le fait marquant. Quand tu parles de fait marquant, c'est ça, parce que le premier combat, match nul, il y a plein de gens qui pensent qu'il a perdu ce combat, dont moi, en toute franchise. Et donc ça participe de ta légende, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, tu vois. Parce que c'est ton histoire, c'est ton truc, et tu pourrais très bien dire je le refais pas. Il est parti refaire le combat, tu vois. Tout comme Mayweather quand il bat José Luis Castillo, tout le monde dit non, t'as pas gagné, il va reprendre immédiatement le combat. Et ça, c'est ce qu'une légende de la boxe est censée faire. Ok, je vais mettre les pendules à l'heure. Il le bat derrière, c'est presque tout aussi controversé, tu vois. Même si là, à mon sens, celui-ci je lui donne. Donc c'est un fait marquant, c'est un gros fait marquant. Maintenant, le highlight de sa carrière pour moi, c'est quand il monte en super moyen, qu'il décide qu'il va prendre les 4 ceintures, et il le fait en, je crois, 1 an et demi, quelque chose comme ça, quoi. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est super fort. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de faits marquants dans sa carrière. Il y a même les défaites qui peuvent être marquantes, parce que 2013, première défaite, Mayweather. La deuxième, elle arrive en 2022 contre Bivol. Bon, forcément, il montait de KT. Là, il allait, même s'il avait fait un combat, je crois, avant Bivol. Il bat Kovalev. Voilà, il bat Kovalev. Il bat Kovalev avant. Donc, ces défaites, elles sont aussi marquantes. Peut-être que pour la photographie, d'avoir simplement du rouge contre Mayweather, ça aurait été encore plus valorisant, marquant. Mais ces deux défaites, c'est encore une fois le fait qu'il dise non à rien et qu'il affronte tous les défis, et ça symbolise ça. Il va chercher des combats. Quand il prend Canelo, quand il prend Floyd Mayweather, pardon, il y a beaucoup de monde qui lui disent le prends pas, t'es trop jeune, tu comprends pas. Il a l'air prenable quand tu le vois comme ça, le gars. Mais quand tu vas être dans le ring, tu vas comprendre à quel point c'est une galère. Résultat, il perd les 12 rounds. N'en déplaise à CJ, il me semble que c'était CJ Ross, le juge, ce juge complètement incompétent qui avait donné un match nul. Non, il perd les 12 reprises contre Floyd Mayweather. L'histoire avec Bivol, elle est différente. Il choisit de monter d'une catégorie. Il n'est pas monté autant que Crawford, mais face à un combattant exceptionnel. Et il l'a montré contre Beterbiev derrière que c'est un boxeur exceptionnel. Donc ces deux rouges, ça va, ça vieillit quand même très bien. Et il y a un moment, on a failli perdre Canelo, en fait. Il a que 35 ans, on le redit, mais là, Turquie voulait quand même l'opposer à Jake Paul. Ouais. Et c'était pas très loin de se faire. C'est pas loin. Qu'est-ce qu'on l'aurait retrouvé à des niveaux de compétition comme là, il va faire contre Crawford, tu crois, s'il avait fait une sorte de super fight contre un Jake Paul? Ouais, c'est difficile à dire. C'est peut-être possible, parce que ces mecs-là, ils arrivent à faire un crochet pour un combat un peu bizarre et puis revenir sur leur carrière. Et le deal était super intéressant, mais bon, je pense que c'est mieux pour nous. C'est mieux pour nous que ce soit passé comme ça. Ouais, et certainement pour lui, parce que c'est super fight, il pourra les faire après. Il a 4 combats à faire avec Turquie, il en a déjà fait 1. Là, c'est le 2e, il en restera 2 derrière ça. Oui, je suis persuadé que l'un des 2 derniers, ce sera Jake Paul. Du côté de Crawford, le truc qui joue encore pour sa legacy, c'est que lui, il a jamais perdu. Ouais. Donc 41-0, même s'il est plus âgé que Canelo, il a moins de combats, mais pareil, depuis 2014, Crawford, c'est là où il s'est installé de manière très très prononcée dans le paysage. Il a fait que des combats pour des ceintures mondiales depuis 2014. Ouais, c'est fort. Que des combats pour des ceintures dans des catégories très difficiles. 61 quand il bat Ricky Burns. Ricky Burns, c'est un excellent boxeur, sous-coté, superbe boxeur. Et puis derrière, il monte à 63,5 et règne de terreur. Il sème la dévastation. Il met KO tous ses adversaires pour récupérer toutes les ceintures et unifier la catégorie. Ouais. C'est énorme de faire ça. Ouais. Crawford, il a été champion du monde dans 4 catégories et je crois qu'il en a unifié 2. Ouais. En cas de succès là contre Canelo, il pourrait l'avoir fait dans 3 KT et donc ça pourrait être le seul dans l'ère des 4 ceintures à réussir à le faire. Donc bon voilà, on parlait du Mont Rushmore tout à l'heure. Voilà, c'est le genre de truc où on se dit ouais, sur le papier ça pourrait, mais il y a ce petit truc qui manque encore. Mais réussir à faire cet exploit,
en montant de KT, comme on le disait tout à l'heure, 15 kilos de plus que ses débuts en tant que champion du monde, c'est hallucinant. En allant prendre un Canelo qui est encore en pleine forme, ce serait fou. En fait, pour comprendre, d'unifier 3 catégories de poids, et surtout la dernière, tu le ferais à 15 kilos au-dessus de ton poids supposé. Enfin, la dernière fois qu'il y a eu un champion qui a fait un truc aussi marquant, c'est probablement Henry Armstrong. Et là, je te parle des années 30, où il n'y avait que 8 catégories, et il a été champion dans 3. C'était énorme, tu vois, d'être champion dans 3 catégories, alors qu'il n'y en a que 8, c'est un truc de fou. Là, tu te dis, le mec, il pourrait être unifié dans 3 catégories de poids 100 ans après. Mais c'est dingue, quoi, tu vois. Il faut vraiment se rendre compte de l'exploit que ce serait. Être champion undisputed, c'est déjà un truc de fou. Il n'y en a pas tant que ça, tu vois. À l'ère des 4 ceintures, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus de le faire 2 fois, bah déjà, tu rentres dans un cercle extrêmement fermé. Alors 3, je sais même pas si ça va être refait. Il y a cette prise de masse aussi à gérer, du coup. On a vu des photos assez marquantes de Terence Crawford. Il les a mis sur Insta, mais tout le monde croyait que c'était un Photoshop ou un truc ou une IA, mais Photoshop, c'est boomer, on peut dire Photoshop maintenant. C'est l'IA maintenant. Mais va falloir gérer ça aussi, parce que tout ce qui peut faire ses qualités, ses forces, on va en parler juste après, mais ça peut un petit peu varier quand tu as une prise de masse qui est aussi conséquente. Exactement. Après, c'est quelqu'un qui a toujours été fort physiquement, qui a toujours un bon gabarit. C'est un mec qui fait 1m73, 1m74. Donc pour ces catégories-là, moyennes, entre guillemets, il est bon. Il peut faire de 63,5 à 72, a priori, ça passe. Maintenant, j'ai écouté Roy Jones et André Ward, qui ont un podcast super sympa, ils font ça régulièrement maintenant. Et Roy Jones, qui est un peu coutumier du fait, parce que c'est quand même un combattant qui a fait des poids super welter à champion du monde poids lourd, ce qui est super fort. Et il expliquait qu'il ne faut pas le voir comme une prise de masse, il faut le voir comme un gars qui va pas cutter. Qui va pas cutter de poids, qui va juste s'entraîner à son poids de forme et qui va manger en faisant les choses bien, qui va se muscler aussi, et que du coup, physiquement, il devrait être vraiment très bien. Et c'est vrai que c'est un angle intéressant à prendre en compte. Parce que nous, on voit que le truc de il va bouffer. Ouais, faudra bien observer. Mais bon, on le voit dans tous les sports de combat. Quand tu changes de KT, il y a plein de nouveaux critères que tu dois gérer. Alors, il a l'habitude de changer de KT. Ouais, c'est clair. Donc au moins, c'est autre chose. Il pourra gérer ça. Mais là, c'est autre chose. Il va prendre un dégoût et dans une KT qui est celle du gars qui va affronter en plus. Donc c'est là qui est tout le défi. On parlait tout à l'heure de l'adversité qu'a eu en carrière Canelo, qui est folle. Et où est-ce que tu situes l'adversité que Crawford a eu, lui, en carrière ? C'est forcément moins bien. C'était un point de contention pendant la conférence de presse. Canelo l'a attaqué sur ce sujet et ça a un petit peu irrité Crawford, qui a eu des réponses très froides, en lui disant ce sera toi, mon adversaire significatif, puisque j'ai personne. Comme je te disais, c'est des gars qui sont forts, mais qui sont pas cotés. C'est des mecs qu'on cote pas. Donc si je te parle de Ricky Burns, si je te parle de Victor Postol, tu vois, c'est des mecs qui sont Cavalioskas, que Souleymane Sissoko a battu derrière. C'est des mecs qui sont forts, mais qui sont pas aussi bien classés que les adversaires que Canelo a battus. Donc là, il faudra parler d'Errol Spence. Il y a Amir Khan, évidemment, mais qui était en déclin, et on sait les problèmes qu'il a, Amir Khan. Kell Brook, qui avait le plancher orbital défoncé par Golovkin, qui lui aussi avait choisi de monter de catégorie. Et puis pour quand on fait le chapelet des noms, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça n'a pas du tout la même résonance. C'est pas pareil, ça n'a pas la même résonance. Maintenant, la victoire qu'il a contre Errol Spence, elle rattrape beaucoup de choses. Vu la manière dont il a battu le supposé plus fort combattant de la catégorie welter, un combattant pound for pound à l'époque, et qui était dans le top 5 et pas 5e, franchement, ça rattrape pas mal de noms qu'il n'a pas. Allez, on va sortir des cas particuliers, on va essayer de regrouper un petit peu ces deux gars-là, on va se demander si c'est vraiment un combat exceptionnel. Déjà, objectivement, il s'agit des 2 meilleurs boxeurs pound for pound de la planète en ce moment, enfin 2 des meilleurs boxeurs pound for pound, même si The Ring, par exemple, est très dur avec Canelo, parce qu'il est 8e Canelo en pound for pound, alors que Crawford, il est 3e sur The Ring. Ouais, parce que le pound for pound, il prend en compte aussi les performances récentes, et forcément, Canelo, ses dernières performances, c'est pas fou, il a pas gagné par KO depuis pas mal de temps maintenant. 4 ans, Donc c'est assez particulier, et t'as un Crawford qui sort d'une victoire exceptionnelle contre Errol Spence et qui a battu le très dangereux Israël Madrimov. T'as Naoya Inoue, évidemment, qui de l'autre côté du monde laisse que des cadavres. Et t'as Alexandre Usyk, qui s'est imposé comme étant le meilleur combattant actuel. Donc c'est sûr que quand tu regardes ce que font les autres, Junto Nakatani, tout ça, Bam Rodriguez, je cite Bam Rodriguez, sinon Herbie qui nous écoute ne sera pas content. Déjà, tu as dit Naoya juste avant. Voilà, tu vois, c'est bon, j'ai coché les deux cases. Tu vois, c'est normal qu'il soit 8e aujourd'hui. C'est normal.
La longévité des deux, elle est folle. Hein. Et j'ai vu cette stat aussi. Ils ont disputé 765 rounds à eux deux en carrière pro. Jamais un n'a été mis au sol. C'est incroyable. Tu te rends compte? Bah non. Non, je me rends pas compte. Au niveau auquel ils combattent, les mecs, sachant que leurs 20 derniers combats tous les deux, c'est des champions du monde qu'ils ont combattu. C'est incroyable. 765 rounds, ça arrive pas, nous qui parlons aussi souvent toutes les semaines de MMA, c'est une stat qui pourrait pas exister en MMA. Tu peux pas. C'est impossible. MMA pied-point, ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Donc, et puis c'est vrai qu'en plus, voilà, ils paraissent assez préservés physiquement. C'est-à-dire qu'on a souvent dit Floyd Mayweather, manque de spectacle, etc. Mais lui aussi, quand on voit ce qu'il est physiquement aujourd'hui, c'est là où des boxeurs qui réussissent à avoir cette intelligence de combat, à éviter un petit peu les coups, bah, derrière, dans la durée, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça se confirme avec eux. T'es préservé, tu préserves ta carrière. Et puis c'est des combattants qui à la fois sont intelligents dans le ring, intelligents en préparation, que leur argent, ils l'ont réinvesti pour eux, sur leur corps, sur leur prépa, sur l'ajout de préparateurs physiques et mentaux importants pour les préserver. Et c'est pour ça qu'ils peuvent boxer aussi longtemps dans leur carrière. Alors qu'encore une fois, ça fait 20 ans tous les deux qui sont dans la boxe, et surtout ça fait 20 ans qu'ils boxent en pro, Canelo. Mais voilà, c'est comme ça que tu fais. C'est deux grands professionnels. T'as jamais entendu qu'ils étaient pas au poids. T'as jamais entendu qu'ils se blessent à l'approche du combat en sparring parce qu'ils font du sparring qui vaut pas. Maintenant, faut pas oublier que Canelo avait pop pour du dopage et qu'il avait dit que c'était du steak de cheval. Je suis désolé, je suis obligé de le mentionner. C'est important parce que je suis en train de parler de prépa physique et tout. Je suis obligé d'en parler. T'as raison. Pour ce qui est des KO, le bilan, il est bon pour Crawford. 75% de victoire avant la limite. Canelo, c'est 61%. Et par contre, on le disait, donc il reste sur 4 ans sans finish. Et 6 combats donc, qui sont allés à la décision au bout des 12 rounds. Décision unanime à chaque fois. Donc c'est là où, comme on le dit souvent, il arrive à imposer quelque chose qui rend le jugement inéluctable à la fin, puisque c'est lui qui s'impose facilement. C'est un vrai problème aussi pour le grand public de ne pas avoir trouvé de finish depuis 4 ans, depuis 6 combats. Ouais, ça commence peut-être un petit peu à les agacer de voir Canelo qui termine pas, surtout que là c'est vrai que quand on donne la stat brute, il n'a pas terminé ses combats depuis 4 ans, mais la plupart de ses adversaires, il les a envoyés au tapis au moins une fois. Il l'a fait avec Berlanga, il l'a fait avec Jermel Charlo, il l'a fait avec Jaime Munguia, il les a tous envoyés au tapis au moins une fois. C'est juste que tu as l'impression qu'il a perdu son instinct de finisseur, quelque chose qui lui faisait pas défaut avant. Quand il a unifié les super moyens, il a mis KO tout le monde. Billy Joe Saunders, il lui pète le plancher orbital, il le termine. Il va terminer Callum Plant, etc. Tu vois. Donc il y a Callum Smith qui l'amène au bout, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais tu vois, il termine et il envoie les mecs au tapis. Donc en prenant de l'âge, c'est sûr que peut-être qu'il a perdu ça. Il a perdu cet instinct de finish. C'est un instinct, tu penses qu'il a perdu? Parce que j'allais justement te demander que tu me fasses un peu les forces et faiblesses d'abord de Canelo. Dans ce que tu m'avais mis principalement dans les forces, il y avait la puissance. Est-ce que au-delà de l'instinct de finisher, il a aussi perdu en puissance? Je sais pas s'il a perdu en puissance, c'est dur à dire. J'ai l'impression que non. Moi, j'ai plus l'impression que dans les instincts de finisseur, il y a cette capacité à taper fort tout en étant précis, tout en gardant un certain calcul. Tu vois, il y a une sélection de coups que tu vas avoir quand tu veux terminer les combats. Tu vas voir l'UFC, tu vas voir le MMA, où tu vas amener les gars au sol, hammer fist, en visant un peu n'importe comment, tu vois. Ça passe derrière la tête, ça passe n'importe où, parce que tu sais qu'en fait, ce que tu veux, c'est que l'arbitre arrête le combat. Tu cherches pas spécialement, tu vois. Alors qu'en boxe, non, il te faut de la précision parce que tu veux renvoyer les gars au tapis, et puis l'arbitre, il a besoin de voir que des coups passent pour pouvoir arrêter le combat. Et ça, c'est quelque chose que Canelo faisait extrêmement bien. Les derniers adversaires, il a eu beaucoup plus de mal à le faire. Maintenant aussi, c'est vrai que les adversaires étaient compétents. Les adversaires étaient compétents. C'est des gars qui ont réussi à rester froids, malgré le fait qu'ils aient été touchés durement. Et il y a une combinaison probablement des deux. Mais moi, je pense qu'il a quand même perdu certains instincts. C'est un truc, tu vois, de sentir l'odeur du sang, d'y aller et de prendre tous les risques pour terminer l'adversaire, tu vois. Peut-être qu'il a perdu un peu de ça. Autre grosse qualité de Canelo, l'expérience. Alors, est-ce qu'il va pouvoir utiliser son expérience face à un autre boxeur aussi expérimenté? Non. C'est encore une qualité qui peut un petit peu s'annuler, finalement, parce que... Pour moi, là, c'est similaire. C'est similaire. Pour moi, c'est similaire, même si Canelo combat à très haut niveau et qu'il a l'habitude de supporter les cartes sur lui. Terence Crawford aussi, il s'est mis beaucoup de pression. Il y a beaucoup de ces championnats du monde qu'il a fait chez lui à Omaha. Et à Omaha, c'est quelqu'un, c'est vraiment une méga star. Quand il a unifié sa deuxième catégorie, il y a eu une parade incroyable dans la ville et tout. Il a eu les clés de la ville. Combattre à la maison, supporter une carte chez toi, parce que clairement, quand il combattait chez lui, l'undercard, il n'y a personne de significatif. Hein. Ils viennent pour Crawford. J'ai envie de te dire que je suis même pas sûr que le public soit venu pour les combats d'avant. Donc,
Expérience probablement similaire en termes de round, en termes de ringcraft, comme on dit, donc de savoir gérer ton talent dans le ring, de ton expérience. Là, Canelo, il va pas pouvoir jouer dessus. Ceci étant dit, Canelo, il vient toujours en étant Canelo dans le ring. Il n'y a jamais autre chose. Canelo, il vient, il avance. Il va venir sur toi, il va avancer, il va utiliser ses prouesses défensives, son vrai bagage défensif, il va chercher des angles. Pour battre Canelo, faut être sûr d'être soi-même quand on vient. Et il y a beaucoup de gars, quand ils sont venus, ils n'ont pas été eux-mêmes. Ouais. Et Crawford, à mon avis, lui, il sera lui-même. A priori, oui. Les qualités que tu as relevées pour Crawford, en tout cas que tu mets en avant, c'est l'IQ box, Ouais. l'intelligence de combat, l'adaptabilité et le changement de garde, qui pourrait déstabiliser Canelo. C'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est un combattant qui peut boxer en droitier et en gaucher. Beaucoup de combattants peuvent combattre dans les deux gardes. C'est une chose de pouvoir changer de garde et te déplacer. C'en est une autre de pouvoir défendre aussi bien dans une garde que dans l'autre. C'est ce qui est le plus dur à mon sens, d'avoir des repères défensifs dans les deux gardes. Surtout que lui, il utilise beaucoup le filichel, que ce soit en gaucher ou en droitier. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il frappe aussi fort de la main droite et de la main gauche. Il met KO avec les deux mains. Et ça, c'est un gros problème. Ouais. C'est un énorme problème. Ouais. Tu vois, quand tu as le punching power des deux mains, c'est une galère. Parce que toi, tu vas vraiment gérer. Quand on te dit tourne du côté de sa main la plus faible, tu fais comment avec un mec comme lui? Il frappe aussi fort de la main droite que de la main gauche. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc l'histoire de tourner du côté de sa main faible, ben là, t'as un problème. Tu vois. Donc c'est sa plus grosse qualité. Et en plus, il le fait dans le combat, il s'adapte. C'est un combattant qui démarre lentement. Par contre, une fois qu'il a réussi à avoir sa lecture, qu'il a compris comment tu bouges, comment tu défends, il peut changer le combat d'un seul coup. Ça va pas être progressif. C'est-à-dire que d'un seul coup, sur une combinaison, il change toute la physionomie du combat, en fait. Et là, c'est réellement impressionnant à observer. Est-ce que tu penses que du coup, il y aura deux rythmes? Canelo qui a plutôt l'habitude de démarrer fort tout de suite dans son combat, face à, tu le dis, Crawford qui lui monte en puissance, prend un petit peu plus de temps. Tu vois un début de combat où c'est Canelo qui va dicter le rythme et finalement Crawford qui va s'installer un peu dans le fight? Exactement. En fait, ça va être... je vois pas autrement. Je vois pas autrement que ça. Crawford, ça a toujours été un combattant qui démarre doucement. Il y a pas de raison pour laquelle il démarre plus vite que ça. Canelo va s'installer, il prendra le son du ring, il ne sait pas faire autre chose. Il avance sur toi, il avance toujours sur toi. Il n'y a que contre Bivol qu'il était forcé de reculer. Mais Bivol avait un avantage physique sur lui. Même contre Kovalev, il a eu des moments où il reculait beaucoup. Pareil, Kovalev avait un avantage physique sur lui. La question, tout l'embarras, comme dirait notre ami Shakespeare, c'est de savoir, est-ce que Crawford il va réussir à changer le rythme de ce combat-là? C'est là où ça va être intéressant. Tu vois, je vois pas Crawford faire comme Charlo. Donc dévier le rythme que Canelo a donné au début et l'amener sur sa voie à lui, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il va devoir gagner le respect de Canelo. Est-ce que Canelo va marcher sur lui tout le combat, ou est-ce qu'à un moment, une fois qu'il aura fait sa lecture du combat, Crawford, il va avoir ses contres qu'il va mettre en place, son travail au corps, ses contres au visage, où Canelo va se dire je peux pas avancer comme je veux là. C'est la question là. Tu dis que ça peut être un move éclair de Crawford à chaque fois. Je pense que gagner le respect de Canelo, pour Crawford, ça passe par une combinaison où là, tu sais, il le touche, il le sonne, il le pique. Et là, tout de suite, ça y est. Ou alors plus sur 1, 2, 3 rounds, sans forcément faire le coup qui va faire mouche, tu vois. Mais sur quoi ça va se jouer ce respect d'après toi? Là, tu mets le doigt sur exactement ce dont on parle. C'est ça. Et moi, c'est la deuxième option. Pourquoi? Parce que la première option, c'est-à-dire le piquer, le toucher, lui faire mal. Qui a fait ça à Canelo? C'est ça le problème. Personne lui fait mal. Personne le sonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu as une galère. Parce que tu as dit tout à l'heure, ils n'ont jamais été envoyés au tapis. Crawford, en vrai, contre Kavaliauskas, il y a un moment où peut-être il peut aller au tapis. Canelo, c'est-à-dire que non seulement il n'a pas été au tapis, mais j'ai même pas le souvenir d'un combattant qui, tu sais, le touche au point de te dire oula, là c'est chaud, tu vois. Il est touché, c'est une galère, tu vois. Donc je pense que c'est plus de la deuxième option. Sur des moments du combat, pendant 1 minute, 2 minutes, le mettre dans le vent, toucher sans se faire toucher. Combinaison, ressortir, tu vois, et mettre Canelo dans le doute et le mettre dans un moment du combat où, comme Mayweather lui a fait. Sur des longues périodes, je te touche, tu me touches jamais en fait. Rentrer dans sa tête progressivement et commencer à le faire douter. Exactement. Et ça, je pense que Crawford... C'est vrai je pense qu'il est tellement focus comme mec, tu vois, il a une sorte de mental. Tu le disais l'autre jour en rédac, tu disais avant un combat, c'était peut-être contre Spence, il est même pas allé chez le coiffeur. C'est-à-dire que quand tu combats comme ça en pay-per-view, dans le combat que tout le monde attend, etc., on a vu même dans le MBD, là on voit Christian Billy aller chez le coiffeur, tout ça, c'est dans la routine, c'est important, ça aide aussi à se mettre dans le combat. Ça fait un petit truc, tu vois.
Et là, lui, rien du tout. Il arrive pas rasé, pas tout. Et il s'en bat les. Voilà, il est dans son. Il vient pour combattre. C'est-à-dire que tu lui dis que c'est un combat dans un gymnase à Porte de Saint-Ouen. Pour lui, c'est la même chose. Et pas de contour fait. Le caleçon avec lequel il était venu à la pesée, c'est juste. Là, tu t'en fous vraiment, quoi. Je vous invite à aller regarder les images de la pesée avec lui à Errol Spence. Tu t'en fous réellement. En fait, c'est pas ton problème, ton image, je sais pas quoi. Non. En fait, t'es venu faire un truc. Et ce jour, et ça peut paraître bête, on peut rigoler là. Non, mais pour moi, c'est très important ce genre de détail. Mais en fait, c'est hyper important. C'est pas anodin du tout. Et là, t'as un gars qui se dit non, moi je m'en fous, je viens pour te tuer là, tu vois. Et t'as pas fait attention à ton image par rapport à ça. Donc c'est important. Et là, de voir les transformations physiques, tu sais qu'il a fait le job comme il fallait, encore une fois. Ouais, donc il doit être focus vraiment à se dire j'ai envie de voir le regard de Canelo vaciller un moment, de sentir. Enfin, je pense qu'il doit être focus là-dessus. Et là, manger, boire et penser qu'à ça. Il y a pas beaucoup de boxeurs qui kiffent plus mettre les gens dans le rouge et les terminer que Crawford. Tu le vois comment il prend du plaisir. Tu le vois sur son visage quand il est en train de terminer un gars, tu vois. Tu te dis c'est chaud quand même. Le favori pour l'instant chez les bookmakers, c'est Canelo. Pour toi, c'est ton favori aussi malgré tout sur ce combat? C'est logique qu'il soit favori chez les bookies. C'est logique, ça c'est clair. Maintenant, je suis dans le train Crawford depuis pas mal de temps sur ce combat-là. Je pense qu'il est capable de créer cet exploit-là. Je pense que c'est un match-up qui est bon pour lui, dans le sens où il peut le faire. Si c'était David Benavidez qui était encore super moyen, j'aurais moi-même envoyé un mail chez Crawford pour dire ne fais pas ce combat. Là, ça va être compliqué. Physiquement parlant, ça va être trop compliqué. Même si Canelo est physiquement un vrai super moyen, et ce depuis plusieurs années maintenant, ça reste un combattant d'1m71 qui a une certaine puissance de frappe, certes, mais qui descend plus ses adversaires depuis un certain temps. Il peut les knockdown, mais qui les descend pas. Et Crawford, je soupçonne le fait que ce soit naturellement un poids moyen. Tu vois. Même s'il a eu du mal contre Madrimov, mais on fait beaucoup de cas du fait que physiquement il a eu du mal contre Madrimov. Non, moi je pense que Madrimov, il pose un souci technico-tactique à n'importe quel boxeur du monde. C'est surtout ça le problème, tu vois. Et il a réussi à enlever pas mal de points forts de Crawford. Donc moi, j'aurais tendance à me dire légèrement Crawford. C'est vrai qu'en fait, quand tu dis que Canelo, ça fait 6 combats qu'il a mis KO personne, face à des mecs qui sont des super moyens naturels, là, qu'il y ait Crawford avec tout son génie, tout son talent qui monte déterminé, etc., tu te dis, c'est vrai que l'issue pour que Canelo réussisse à terminer le combat avant la limite, elle est assez improbable quand même. C'est dur à imaginer. Elle est improbable par rapport à ses résultats récents. Elle est un peu plus probable par rapport au fait qu'il affronte un mec d'un gabarit inférieur à lui. Supposément, encore une fois. À la pesée, on apprendra beaucoup. Tu vois, on verra. Si Crawford il arrive à la limite des super moyens, on aura déjà une belle indication. Ouais, c'est clair. Rapidement, parce qu'il faut qu'on parle un peu de Christian Mbili, qui est aussi sur cette carte, juste l'héritage laissé en fonction de ce résultat. On l'a dit, Crawford, il pourrait marquer l'histoire en devenant champion indisputé dans 3 catégories, donc ce serait la 3e. Le premier, donc sous l'ère des 4 ceintures. Canelo, lui, il a quand même pas mal à perdre, parce que là, c'est un mec de catégorie en dessous qui monte. Pour l'instant, qui a pas de ceinture, etc., machin, il arrive, bon... Il y a beaucoup plus à perdre pour Canelo que pour Crawford là-dessus. 100 fois plus. Crawford, s'il perd, le 1 qu'il aura à côté de son palmarès, ce sera contre un mec qui fait 15 kilos de plus que lui, et c'est Canelo. Il n'a rien à perdre. Par contre, Canelo, s'il perd, je dirais pas qu'il perdrait tout, parce que sa légende, elle est déjà écrite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on lui rappellera tout le temps qu'il a perdu contre un boxeur exceptionnel, certes, mais qui n'était pas du tout dans sa catégorie de poids, qui n'avait rien à faire dans cette catégorie de poids de base. Donc c'est sûr qu'il y aura une petite tâche, mais pour moi c'est vraiment une micro-tâche. Parce que sa légende, elle est déjà écrite à Canelo, et tu peux rien lui enlever de ce qu'il a déjà fait. Rien du tout. Et puis, dans 15 ans, si tu regardes son palmarès, la tête froide, etc., tu verras Mayweather, Bivol... Les 3 défaites, voilà quoi. Crawford. Tu perds contre 3 combattants exceptionnels. Bon, après, tu verras Jake Paul derrière. derrière la bon, bref, ça c'est l'avenir peut-être pour Canelo. Et puis, de toute façon, Canelo, il a un côté aussi assez bling, il aime ça. Donc, ce genre de combat, il ira, il sera très très content de les faire. Et puis, ça remplira aussi bien les poches. Dans le countdown de Netflix, il reste encore un peu de place dans son parking à voiture. Là, donc, de toute façon, combat après combat, je pense qu'il peut racheter des parkings et racheter des voitures. À mon avis, il est tranquille là-dessus. Bon, Baba, on a tout dit sur ce combat. Il y a des trucs
trucs que tu voulais rajouter ou on est assez complet là sur. Je pense qu'on est complet. On a fait la technique, la legacy, voilà. le contexte, la carrière. Exactement. Je sais que la plupart d'entre vous qui nous écoutez êtes avant tout des fans de MMA, mais s'il y a un combat de boxe anglaise pour lequel vous devez veiller, c'est bien celui-ci. De toute façon, il y a la Noche pour lequel vous allez veiller avec sur RMC Sport, donc profitez-en pour switcher et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Allez, on passe au combat du français Christian Mbili. C'est déjà énorme d'être sur cette carte et il n'est pas qu'au main event, il arrivera avant, mais peu importe, c'est encore un fight qui peut être charnière pour lui. On aurait aimé le voir opposé à Kevin Lee-Sadjo, on le disait tout à l'heure. Finalement, il affronte le dangereux Lester Martinez. Attention, Christian appelle depuis longtemps un affrontement contre Canelo. Samedi soir, il aura l'occasion parfaite d'attirer les regards et se rendre incontournable aux yeux de ceux qu'il faut convaincre. Ceux qu'il faut convaincre, ils seront là. Ils sont tous là. Ils seront tous là. Il y a notamment Turki Al-Alcher. C'est lui qu'il faut convaincre. Dans le Embedded, Christian, chez le coiffeur, il dit si de toute façon, quand je gagne, je veux faire en sorte que les gens se disent c'est moi le prochain. Et c'est sa mission numéro 1 là. Ouais, ça passe par une grosse performance. Et puis après, une performance au mic. Si tout se passe bien pour lui, il faudra prendre le micro. Il faudra expliquer clairement les choses. Il ne faudra pas hésiter à être un peu dans la controverse, entre guillemets, sans dépasser les limites. Mais bon, Canelo, il répète à longueur de temps qu'il ne connaît pas Christian Mbili, qui je ne sais pas qui c'est. On sait tous très bien que c'est pas vrai. Son coach Eddie Reynoso, lui, sait très bien Christian Mbili qui il est, il l'a dit, et il le sait. Il sait que c'est un adversaire dangereux, un adversaire potentiel pour Canelo. Donc, il faut se rendre indéniable. C'est pour ça qu'il prend ce combat-là. Ceci étant dit, Turki, il n'a pas été sympa. Voilà, parce qu'il lui affronte, il lui met en face un adversaire extrêmement dangereux. Moi, il me fait peur. Alors, déjà pour la puissance qu'il peut développer, 19 victoires, 16 avant la limite. Il aime bien les boxeurs agressifs, Turki. Et là, il a Christian aussi, qui a un finish rate qui est énorme. Il a 24 KO sur ses 29 victoires pro. Donc là, on peut espérer, de toute façon, pour Christian, que ce soit aussi avant la limite, pour que les regards, justement, soient tournés vers lui. Mais là, quand on le voit aussi dans l'Embedded, parce que ça dit beaucoup, Lester, il est pareil, il me fait penser un peu à Crawford, tu vois, en mode je pense qu'au combat, il a beaucoup dit une histoire perso avec ses parents qui raconte qu'il a envie de les rendre fiers, etc. Il est chez lui, il n'y a pas de bling, il n'y a rien, il cherche pas son style, etc. Il est, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure chez Crawford, j'ai l'impression de le retrouver un petit peu chez Lester. Et c'est là où tu vois que c'est un mec qui va être focus. Il a quand même 29 ans, c'est pas non plus un mec qui a 22 ans, qui arrive, qui a faim. Il a faim, mais il a déjà accompli des choses et il est encore prêt à en accomplir beaucoup. Donc pour Christian, c'est quand même, s'il le bat, justement, peu importe la manière, il y aura un vrai update qui sera fait pour Turki, et Turki le sait, ça. Ah non, mais s'il bat Lester Martinez, de toute façon, Christian Mbili, déjà, il est respecté par tout le monde. Il y a un consensus autour de ses adversaires potentiels et des managers. Eddie Hearn, tout le monde le dit. Le numéro 1 en dehors de Canelo, aujourd'hui, c'est Christian Mbili. Tout le monde est d'accord pour le dire. C'est le numéro 1 The Ring aussi. Donc ça veut dire que Turki Al-Alcher le pense aussi. Parce que si vous pensez que c'est pas lui qui a un œil dans les classements The Ring, vous vous trompez fortement. C'est son magazine, je vous rappelle maintenant. Donc il fait un petit peu ce qu'il veut avec ses classements The Ring. D'ailleurs, il y a une ceinture pour Canelo et Crawford, The Ring, qui a été marketée comme étant la plus chère de l'histoire. Elle a coûté $200 000 à peu près à fabriquer. Donc c'est aussi Turki qui est derrière tout ça. Il a fait tout ça. Donc, non, clairement. Et ceci dit, Lester Martinez, il est vu comme, un petit peu comme un espèce d'épouvantail de la KT. Le genre de gars, tu vois, que j'aimerais pas l'affronter en montant. Il y a un petit groupe de combattants derrière Christian qui ont réussi à s'établir sans passer par ce gars-là et ils sont bien contents. C'est Odelysi Iglesias qui vient de battre Vladimir Shishkin. D'ailleurs, c'est un petit peu le premier, là, Iglesias, qui vient de se positionner en disant après Crawford, moi je suis là. J'ai battu Shishkin, donc je suis là, tu vois. Donc Mbili, il a ça aussi en tête. Et en plus, il a gagné par KO. Iglesias, il est managé, tout comme Christian Mbili, par Eye of the Tiger Management, d'ailleurs. Et il y a un petit groupe, notamment Diego Pacheco. Il y a aussi Hamza Shiraz, qui est le chouchou de Turki Al-Alcher, qui lui est très bien positionné pour avoir le combat contre Canelo, parce que c'est le chouchou de Turquie, tout simplement. Et Christian, lui, il veut se positionner au-dessus de tout ça, et tout le monde sait que si Christian bat Lester Martinez, et en plus avant la limite, tout le monde dira non mais vraiment là, Christian c'est quelqu'un en fait. Là vraiment c'est quelqu'un parce qu'il a battu un mec, c'est une grosse galère. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent l'affronter, Martinez. Martinez, il est très fort, il met énormément de KO, c'est un combattant dur au mal. Quand tu regardes ses combats, il prend des coups plein pot, ça l'empêche pas du tout de continuer à faire ce qu'il fait. Et un autre très gros avantage, c'est que tout comme Terence Crawford, il est coaché par Bomac. Il a le même coach, Brian McIntyre, un coach exceptionnel, un super coach, très intelligent, très fort sur le game plan, fort dans l'analyse et un passionné de boxe. Ça veut dire que lui, ça le dérange pas de regarder les 29 combats de Christian Mbili pour s'assurer de comprendre quel boxeur est Christian Mbili. Donc c'est un mec qui vient avec un plan à chaque fois.
C'est une bonne stratégie du coup d'affronter un mec aussi dangereux maintenant, pour Christian? Stratégiquement parlant, je vais te dire non. Idéalement, il aurait fallu prendre Canelo si c'était possible, ou alors un William Skull qui n'a pas été ouf contre Canelo. Enfin, les mecs qui sont vraiment bien placés. Maintenant, comme il me l'a si bien expliqué quand il est venu au Fighter Club, il y a des offres qui arrivent, ça arrive qu'une seule fois dans ta vie. Et tu vas pas spécialement refuser quoi. Donc quand il est approché, son management est approché par Turki Al-Alshir pour dire on te veut sur la carte et on veut faire des gros combats avec toi. Quand il avait fait son tweet Turki Al-Alshir à l'époque en disant je veux plus de Tom et Jerry fights, là je veux que des mecs qui viennent pour combattre, il avait mis une liste de combattants et le premier nom sur la liste c'est Christian Mbili. C'est le tout premier nom sur la liste. C'est à quel point il pense que Mbili est pas capable de faire un combat avec du déplacement où les mecs se cachent. Donc combat impossible à refuser. Tu sais que Turki te propose quelque chose déjà, il essaye un peu de t'esquiver sur certains moments. Si en plus tu refuses cette carte parce que tu te dis je veux faire un combat intermédiaire, monter, etc., t'es cuit derrière. T'es un peu cuit derrière. T'es blacklisté. Mbili dit qu'il, je pense que là-dessus il n'y a pas trop de débat, c'est l'adversaire le plus dur qu'il aura rencontré dans sa carrière. C'est certain. C'est le plus dur. Il y avait Derevyachenko qui est fort, et qui vient de la catégorie en dessous et puis qui s'est malheureusement rapidement cassé la main. Même si Christian a fait son boulot et qu'il a dominé le combat, je le rappelle, il faut toujours le rappeler. C'est important. Là, c'est le combat le plus dur. Derevyachenko, c'était le plus fort sur le papier. Et ça a délivré dans le ring, c'était pas facile. Là, c'est le plus fort. C'est un mec vraiment dans cette caté, un puncher comme lui, qui aura pas peur de lui. Christian, il connaît les États-Unis, mais en fait, j'ai regardé tout à l'heure sur le BoxRec de Christian, ce sera seulement son 4e combat aux États-Unis, parce qu'il a beaucoup combattu en France et surtout au Canada. Et ce sera quand même le premier à Las Vegas. Il y a quand même un enjeu sur le contexte et sur l'atmosphère qu'il y aura autour de cette soirée. Lester, lui non plus, n'a pas l'expérience forcément de soirée de cette ampleur aussi énorme. Ce sera aussi à gérer pour les deux. Bien sûr. Et à ce petit jeu-là, Christian Mbili, il a un avantage. Parce que lui, encore une fois, il était main event de quasiment tous ses combats à Québec. Il a porté les cartes sur lui et il a un rayonnement international. Tout le monde le connaît. Martinez, il est dangereux, mais il a besoin encore de faire son nom. Il a encore besoin d'arriver. Donc à ce petit jeu-là, je pense que Mbili, il sera pas spécialement pris par l'enjeu. Il n'aura pas peur de cet enjeu-là, tu vois. Surtout qu'il va, même s'il va être sollicité, mais même si c'est une plus grosse soirée, il sera peut-être moins sollicité que sur une plus petite soirée ou les main events. Exactement. Sur cette Fight Week. Lui, il vient faire son combat, tu vois. Donc là, il arrive à faire son combat. C'est pas lui la star. C'est pas lui. Premier à Vegas pour Christian. Et ça, bon, je pense que même, tu vois, au niveau de, ça doit l'exciter. Lui qui est un vrai compétiteur, qui a un mental d'acier. Bon, on l'avait bien vu. Il était pour l'UFC 315 avec Thomas en plateau. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un mec tellement posé, tellement cool que je pense qu'il va réussir à appliquer encore ce cool et cette manière de se préparer à la Mbili sur toute cette Fight Week et je pense qu'il va arriver totalement préparé. Quelle stratégie tu penses qu'il doit adopter contre Lester? Faut faire du Mbili, faut faire ce qu'il sait faire. C'est un gros puncher en face, donc faudrait être très responsable défensivement. Il faudra quand même respecter la puissance que tu as en face de toi. Maintenant, il va devoir jauger cette puissance d'abord. Il va la jauger, sa puissance. Mais tu peux pas demander à Christian Mbili de faire autre chose que du Christian Mbili. Comme tu demandes pas à un Kevin Elessajo de boxer en reculant, tu vois. C'est deux gars qui avancent, c'est deux gars qui veulent te mettre le bouillon. Christian Mbili, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire. Martinez, il a plus de propension à reculer. Lui, il a plus de propension à se déplacer un petit peu, calculer, attendre. Donc Mbili, il faut qu'il le choque avec son rythme. Et je pense qu'il a mis toutes les armes de son côté parce qu'il est parti s'entraîner à Big Bear, en Californie, en altitude. Et quand tu vas faire ça, on sait ce que tu veux faire. On veut au niveau cardio, tu sois max. Il veut, pendant 12 rounds, envoyer des coups. Il veut mettre la pression, envoyer des coups, frapper. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et voilà. En fait, il faut respecter la puissance que tu auras en face de toi, mais il ne faut pas respecter le game plan que tu auras en face de toi. Il faut y aller. Il faut lui imposer ton rythme à toi, en fait. En fonction de ce qui se passe, quel impact Christian Mbili pourrait avoir pour la boxe en France? C'est-à-dire que là, il y a potentiel demi-finale mondiale contre Lester Martinez. Si derrière il y a un Mbili Canelo, quelque chose comme ça qui se fait, c'est quoi l'impact que tu imagines pour notre pays? Ce serait énorme parce pour moi c'est simple, on aura un champion du monde. Parce que je t'explique, je ne vois pas un monde où Canelo affronte Christian Mbili. Moi j'ai toujours été sceptique sur la question, je ne vois pas le faire. Je pense sincèrement qu'il le fera pas. Je pense que ces 2 derniers combats de ce contrat avec Turquie, ce sera 2 un peu freak show entre guillemets.
Il y aura Jake Paul dans l'histoire et il y aura un autre combat, je sais pas qui, mais il y aura un autre truc. Une revanche contre Crawford aussi. Ouais, éventuellement, peut-être, voilà. En fonction du résultat. Si jamais il perd. Parce qu'il y a ça qu'on n'a pas évoqué, voilà. Mais même pour Christian, s'il y a une revanche qui est tout de suite annoncée, ça peut se faire directement sur le ring, etc. Bah, tu repousses encore d'un an un potentiel combat. Sauf que Canelo, qui on rappelle est champion unifié, là, les 4 ceintures, il a déjà eu pas mal de passes droits en termes de challenger obligatoire. Christian Billy est un challenger obligatoire WBC puisqu'il est champion intérimaire. Il n'est pas juste numéro 1, Christian. Il est champion intérimaire de la catégorie. Si ton adversaire, si le champion est blessé, si le champion ne peut pas combattre, c'est toi qui es élevé au statut de champion. Je pense que la WBC va ordonner rapidement après le combat contre Crawford, si jamais Canelo gagne, ils vont le dire, faut que on part sur des enchères pour le combat contre Mbili. Tu veux pas le faire, on t'enlève la ceinture. Parce que ça peut pas être aussi long que ça. Ouais. Donc soit il affronte Mbili, soit Mbili est champion. Et donc l'impact pour la France, c'est qu'on a un champion du monde. Ouais, ça change là, beaucoup de choses. Le fait de retrouver un champion du monde, c'est bon pour nous. Ça va nous faire du bien. Et puis Christian, il a quand même déjà une image en France. Ouais. Enfin voilà, il est connu, il est reconnu. Et on sait en ce moment, il y a Souleymane Sissoko à qui on passe le bonjour, et il y a Christian qui sont bien placés. Les deux méritent de pouvoir être porte-drapeau de cet étendard qui est de trouver un nouveau champion du monde pour la France. Exactement, on a ces gars-là qui sont bien placés. Christian, c'est le mieux placé puisqu'il est champion intérimaire. Il y a Rima Ayadi qui a disputé une ceinture intérimaire, malheureusement, vous l'avez vu, ça s'est pas bien passé. On a David Papo qui va aller affronter Liam Paro. Et c'est très important, il faudrait être au soutien aussi parce que c'est pareil, c'est pour se positionner derrière pour être champion du monde. Donc voilà, on a ces gars-là qui sont bien en place. Et comme je te dis, nous, le rayonnement pour la France, on aura tout à gagner parce que soit on a un champion du monde officiellement, soit on a un gars qui affronte Canelo. Un Français qui affronte la superstar de la boxe, bah ça arrive pas tous les jours en fait. Ouais, c'est clair. Beaucoup d'enjeux pour Christian Mbili. On espère l'avoir la semaine prochaine. Ouais. Il y a Romain Pougeot qui est en contact régulier avec lui, avec sa team qui essaye de travailler là-dessus pour qu'on puisse avoir sa réaction lundi pour le Fighter Club. Donc on espère qu'on pourra avoir un petit mot de Christian avec nous et ce serait cool. et on l'espère évidemment après une victoire. En tout cas, s'il y a Christian, j'espère qu'on l'aura. On a Bruno Suras, je vous invite à suivre ses aventures. Il est à Vegas actuellement. Il est là-bas pour le combat. Il m'a promis qu'il nous vloguerait un petit peu le truc. Donc allez le suivre, comme ça vous aurez un petit peu les insides. Et puis on devrait l'avoir aussi, Bruno, probablement au moins au téléphone pour pouvoir qu'il nous donne son ressenti sur tout ça. Ouais, et puis il y a un épisode avec Bruno Suras qu'on va sortir cette semaine aussi. T'étais avec lui pour un Fighter Club spécial avec cette grosse semaine de boxe anglaise avec Bruno Suras qui t'a aussi pas mal régalé. Donc on a hâte de découvrir ça dans le Fighter Club. Baba, merci. Merci à toi. C'était cool comme d'hab, on a appris plein de trucs et ça nous a donné encore plus envie de suivre cette grande soirée, on le répète, avec le Canelo Crawford, peut-être le combat de l'année, peut-être le combat de la décennie, peut-être le combat du siècle. Il y a toujours plein de questions, on essaiera d'y répondre aussi lundi. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Flavien Ziolkowski, Arthur Robert à la prod, merci à Sylvain à la réalisation, à Laurent Dupoué. Et comme d'habitude, si vous voulez nous suivre, likez, commentez, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Baba, à très vite dans le Fighter Club. À très bientôt. Et merci à tous. Ciao. RMC Fighters Club.